Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 30 août 2023, le monde apprend avec surprise que le président gabonais Ali Bongo, alors au pouvoir depuis 14 ans, venait d'être renversé. Et c'est un général qui désormais tient les rênes du Gabon, le général Brice Oligui Nguema. Et depuis, l'homme a engagé une transition au Gabon et promet à ses compatriotes la félicité. Mais quels sont les défis qui l'attendent et comment les relever? 3 Gabonais avec moi pour en parler. Anne-Marie Dorazek, vous êtes journaliste, membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti du président déchu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire votre regard sur la transition qui s'ouvre dans votre pays. Merci. Yvon Moussinga, vous êtes le représentant en France et en Europe du parti Réagir, un parti membre de la plateforme de l'opposition Alternance 2023 qui soutient, ou du moins qui a soutenu la candidature du professeur Albert Ondo Ossa à la dernière présidentielle. Et quand je vous invitais à participer à cette émission, vous indiquez qu'il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon, mais un coup de libération. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mivila de Ngoua, vous êtes, vous, le secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise, CDG, et vous vous dites à la fois heureux et prudent. Heureux du changement intervenu dans votre pays, mais prudent par rapport à la transition qui s'ouvre dans votre pays, le Gabon. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le coup d'État du général gabonais est moins condamné que d'autres. Et l'homme promet à ses compatriotes de vrais changements, même si certains restent prudents. Comme l'a été au début de la transition, le professeur Albert Ondonsa. On l'écoute, on en parle après. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Alors, je rappelle que le professeur Albert Ondonsa, une fois qu'il a dit ça, a rappelé, ou du moins a appelé ses compatriotes à la réconciliation et s'est dit disponible à accompagner la transition gabonaise. Anne-Marie Dorazek. Oui. Vous êtes d'accord avec le professeur quand il disait au début qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais une révolution de palais? Non, je ne suis pas du tout d'accord et je vais argumenter sur ce point. S'il vous plaît. Je tiens d'abord à remercier la chaîne pour l'invitation. Maintenant, concernant ce qui est arrivé au Gabon, je crois que M. Ondossa est mal placé pour parler de M. Oligui Nguema dans ces termes-là. Pourquoi? Parce que M. Oligui Nguema, oui, c'est vrai que du côté de sa mère, il a été, je ne dirais pas élevé, il a été pris plus ou moins sous l'épaule des grandes personnalités qui ont compté au Gabon et qui sont du Haut-Ogooué, c'est-à-dire l'ancien général Idriss Gary, oui, qui n'est pas n'importe qui, hein, le général, et parent du président Feu Omar Bongo Ondimba. Et puis a eu le président Omar Bongo Ondimba lui-même qui a pris ce jeune homme sous son aile et a fait de lui son aide de camp. Il a accompagné le président jusqu'à la fin. Mais ceci étant dit, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on ne peut pas avoir sa propre personnalité. Et il faut connaître M. Oligui Nguema, malgré sa jeunesse, oui, malgré sa facilité à échanger avec les gens. Oui. C'est une personne bien construite et quand il décide de quelque chose, il le fait. Donc, moi, à titre personnel, et c'est ce narratif que nous tenons à ce que le monde entier
prennent cela comme dit. Il n'y a pas, excusez-moi de continuer, il n'y a pas eu de révolution de palais. Il y a eu un coup d'État qui a amené un homme à prendre la décision de dire « ça suffit, je vais sauver mon peuple ». Mais normalement, Madame Dorazek, un coup d'État est condamnable. Tout coup d'État est condamnable parce qu'il est fait hors constitution. Mais, excusez-moi, nous parlons du Gabon. On a une classe politique qui, depuis qu'il a eu l'avènement de la démocratie au Gabon, ne fonctionne qu'à base de chantage, qu'à base d'argent. Ils se mettent ensemble, le peuple se mobilise pour accompagner parce qu'il n'est pas content. Une fois les gens se lèvent, les gens ne sont pas contents, il y a du grabuge. Après ce grabuge-là, vous avez toutes ces grandes personnalités qui se remettent ensemble et qui font le partage des postes. Et ce partage de postes, ils le font sur le dos des Gabonais. Madame Dorazek, je vous rappelle que vous êtes membre du PDG, le parti du président Ali Bongo déchu. Aujourd'hui, il n'y a plus de parti PDG ou non PDG. Ah, il n'y a plus de parti, Non, ça a été déclaré dès la prise de pouvoir par les autorités de la transition. Nous travaillons tous pour notre pays. Ceci étant dit, et je tiens à le dire sur cette chaîne, moi je salue Monsieur Ali Bongo Ondimba. Il n'est plus président du Gabon, mais il reste le président, le distingué camarade du Parti démocratique gabonais. Et en ce nom-là, je le salue et j'espère maintenant qu'il se porte mieux. Le général Brice Oligui Nguema est une personnalité bien construite, venait de dire Madame Dorazek. Précisément à propos de la personnalité de l'homme, parce qu'il y a une polémique qui a cours en ce moment au sujet de son attitude lors de sa visite au Congo, Brazzaville, où, habillé de tenue militaire, il se met au garde à vous et dit à son homologue congolais « à vos ordres ». Et ça a déclenché une polémique. Que pensez-vous de cette polémique, Patrick Mivila? Pensez-vous effectivement que le président a fauté, ou plutôt c'est une attitude intelligente lorsque on est vis-à-vis de son aîné, même si on est président de la République? Écoutez, d'abord je vous remercie pour l'invitation et je voudrais déjà rappeler que depuis le 30 août, nous vivons un vent de liberté que personnellement, je n'ai jamais vu au Gabon. Il y a beaucoup d'espoir suscité par l'intervention salvatrice des forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire un régime, une famille qui était au pouvoir depuis près de 60 ans. Il suffit de voir les images de liesses populaires dans les rues du Gabon pour comprendre que c'est quelque chose d'historique, quelque chose de très positif pour le pays, parce que le champ des possibles s'ouvre. Quant à la question que vous me posez au sujet de la polémique, vous savez, M. Togbe, nous sommes en Afrique, on a un certain nombre de valeurs, bien que M. Oligui, le président Oligui, soit un militaire, en face de lui, il avait un militaire, donc je ne connais pas trop comment fonctionnent les militaires entre eux. Est-ce que c'était là un salut militaire? L'inclinaison qu'on a pu observer est également une inclinaison que l'on doit très souvent aux aînés. Il se trouve que M. Sassou Nguesso est le patriarche en termes de chef d'État dans la sous-région et même peut-être en Afrique, hein, très certainement. Donc c'est comme ça que je l'ai compris. Non, Paul Biya. Probablement oui. l'un des doyens, oui. Mais c'est effectivement, vous le dites justement. Ou même la Guinée équatoriale. Oui, il y a effectivement. Ou même l'autre de la Guinée équatoriale. Même c'est le patriarche de la sous-région. Exactement. Et donc moi j'y vois un signe de respect vis-à-vis d'un aîné. Je ne vais pas bien plus loin que ça. Et je ne vais pas rentrer dans la polémique. Qu'est-ce que cela signifierait? Que le Gabon est en train de faire allégeance au Congo? Non, je pense que c'est une polémique pas très saine. Yvon Mutinga, il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon, mais un coup de libération. Aviez-vous dit? Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Alors, je vais m'expliquer. Pourquoi je considère que ce n'est pas un coup d'État militaire, et plutôt un coup de libération. En 2016, oui. Jean Ping a gagné l'élection. Ça n'a échappé à personne.
la contestation du peuple gabonais. Pendant 7 ans, c'est la première fois dans notre histoire. En tout cas, ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle gabonaise avait dit. Voilà, justement, j'y viens. Oui. On a manifesté à l'Union européenne, on a été en Suisse, on a été partout. Ce que je retiens, c'est le silence de nos amis qui aujourd'hui se sont levés pour dénoncer un coup d'État militaire, alors que... Vos amis Quand je dis nos amis, la France, la communauté internationale, enfin les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on dénonce les coups d'État, mais on oublie de dénoncer les coups d'État institutionnels lorsqu'on fait des petits arrangements, et ça, on le sait. C'est pour ça que, pour nous, c'est un coup de libération. Il y avait un carnage qui s'apprêtait. Le président Oligui a mis fin à ce qui aurait pu arriver. Vous pensez qu'un carnage se préparait? C'est clair. Qu'un carnage se préparait? Il y en avait des signes? Tout à fait. Lesquels déjà, au niveau des moyens militaires, le Gabon n'est pas en guerre, mais que de commandes, de moyens, de matériel militaire. Par l'armée? Par l'armée. Donc l'armée était aux ordres d'Ali Bongo. Donc c'est comme si on s'apprêtait à aller en guerre. Sauf que pendant 7 ans, les gens se sont préparés. C'était ça passe ou ça casse. C'était ça le message. Et l'engouement du peuple pour les élections, on ne pouvait plus admettre une énième forfaiture. Et le président Oligui a senti ça. On est passé à ça. Et pour ça, sincèrement, je remercie ce monsieur parce que, comme dit mon frère Patrick, un vent nouveau se lève, tant de possibilités suscitées par cet acte héroïque. On ne va pas se laisser définir par ceux qui écrivent des lois sans nous, ceux qui créent des institutions sans nous, donc contre nous. Aujourd'hui, le peuple gabonais reconnaît et on approuve et on félicite cette aurore qui se lève vers la félicité. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas un coup d'État militaire, mais plutôt un coup de libération. C'est pas la même chose, à peu près? Non. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la question que vous avez posée à Monsieur Patrick, s'agissant de la visite, la deuxième visite à l'étranger du chef de l'État, Monsieur Brice après Oligui, la Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale. Et en ce moment même, il est en Centrafrique. Exactement. De son homologue Centrafrique. Je ne serais pas aussi magnanime qu'a pu l'être Monsieur Patrick. Oui. Moi, je ne peux pas parce que... Quelque chose vous a gêné un peu dans l'attitude? Quelque chose a gêné dans cette attitude parce que quand on parle du Congo et du Gabon, on rentre dans quelque chose d'autre qui va au-delà de la politique. Et les liens que M. Sassou Nguesso avait avec le président Ali Bongo n'étaient pas très fraternels. Et certains opposants qui insultaient M. Ali Bongo, qui menaçaient M. Ali Bongo, ont passé leur temps au Congo-Brazzaville. Ils n'ont jamais été arrêtés, ils étaient nourris, logés et blanchis. C'est peut-être intelligent de faire la paix, non? C'est bien de faire la paix, mais quand monsieur... Le bon voisinage. Le beau voisinage, on est tous d'accord. Mais quand M. Oligui s'en va au Congo, il est président de la République du Gabon. Il est président de la République. Moi, en tant qu'individu, en tant que citoyenne gabonaise, même si je soutiens la transition, je l'ai soutenue dès la minute où cela m'a été annoncé. Je dis quand même que ce qu'a fait notre président, je ne fais partie des gens qui disent que ce n'était pas une bonne chose. Il n'avait pas à faire, il a donné le sentiment, l'impression de faire allégeance à M. Sassou Nguesso. Et comme M. Sassou Nguesso n'avait pas de bonne relation avec M. Ali Bongo, cette entente-là, quelque chose qui a semblé comme... voilà, il n'est plus là. Ce n'est pas passé. Alors, chez moi. S'il n'était pas en tenue militaire, peut-être n'aurait-il pas fait ce salut que font les militaires entre eux. Il est parti en militaire. C'est un président qui vient d'entrer en fonction. Ça fait à peine 2 mois, même pas. Un mois. Et qui se retrouve en face de son aîné de plusieurs années, lui aussi militaire. C'est peut-être le code militaire, non?
Non, le code militaire ne va pas prévaloir entre deux chefs d'État. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema est chef d'État du Gabon. Au même titre Monsieur Sassou Nguesso est le président du Congo-Brazzaville. Quand il le parle, dans le cadre de ses fonctions, il est le président du Gabon. Et je le dis encore une fois, je fais partie des personnes qui n'ont pas apprécié cette façon de presque de faire allégeance. Ça a donné l'impression de faire allégeance au chef de l'État du Congo-Brazzaville. Le Gabon ne fait pas allégeance. Un ami bantou m'a expliqué que c'est la tradition bantou. Oui, je veux bien les traditions bantou. Même quand on vole son peuple, c'est la tradition bantou. Alors je crois que Mme Dwarzek, en parlant de vol, est bien placée parce que son parti politique... Son parti politique, le PDG, Madame a toujours été critique vis-à-vis... elle n'a jamais démissionné, c'est vrai, mais elle a toujours été critique vis-à-vis de ses propres camarades dans le parti. On peut être critique, mais dans les faits, vous venez de le rappeler, elle n'a toujours pas démissionné. Et puis, il faut se dire que ce qui s'est passé au 31 août, du moins déjà à l'élection du 28 août, c'est le peuple gabonais qui a à nouveau dit non au régime du Parti démocratique gabonais et à la famille Bongo qui est à la tête du Gabon. On feint de l'ignorer. D'abord, les populations se sont exprimées comme en 2016, comme en 2009, et comme toujours à chaque élection, elle a fait le choix, cette population, de dire non au régime en place qui était là depuis 56 ans. Comme l'expliquait M. Mutsinga, exacerbé par tout cela, il était prêt à en découdre. Effectivement, les forces de défense et de sécurité gabonaises réunies autour du CTRI et présidées par le général Brice Clotaire Oligui ont libéré les populations gabonaises parce qu'ils devaient avoir des manifestations et puis derrière des répressions. Ce qu'on retient, c'est coup d'État ou pas, révolution du palais ou pas, l'essentiel c'est que le régime gabonais, le régime d'Ali Bongo disparaisse. Voilà, le champ des possibles est ouvert. Voilà. Le champ du possible est ouvert. Ouais. Ce n'est que ça qu'il faut retenir parce que, est-ce que véritablement votre régime a disparu? On va en parler dans la deuxième partie de notre émission, notamment pour porter un regard sur les grandes articulations de la charte de la transition et telle que promulguée et publiée au journal officiel gabonais. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon. Mes trois invités gabonais sont avec moi, notamment pour parler de la transition, de la charte de la transition dans votre pays et ces grandes articulations dans son préambule. Dans le préambule de votre charte, on lit ceci. Reconnaissant que les crises politiques et sociales cycliques, les détournements de fonds publics qui ont affligé la République gabonaise avant et après le changement de la Constitution, de la loi électorale et des résultats tronqués de l'élection présidentielle de 2023 pour favoriser un troisième mandat du président Ali Bongo, ont fissuré l'unité nationale, décrédibilisé les institutions et ralenti le développement du pays. C'est inhabituel que dans le préambule d'une charte ou d'une constitution, on parle de détournement de fonds publics. Et à propos de détournement, on a vu à la chute de votre régime, c'était votre régime, des images de cantines remplies de milliards. Il y a même un Gabonais qui a volé 150 véhicules de l'État. Comment c'était possible sous vous? Qui a rendu possible cela? Au point où vous soyez obligé aujourd'hui de mettre la question du détournement dans le préambule de votre charte. Mais il ne peut pas en être autrement, parce que la fin terrible du régime d'Ali Bongo tient aussi qu'à un moment, ce régime ne s'est préoccupé que de lui-même. Le Gabon a été réduit sous Ali Bongo, que ce soit sous son premier mandat, le second, on ne peut même pas dire que c'est lui qui l'a fait. Je vais parler du premier mandat.
Le pays a été mis en coupe réglée au service de quelques personnes, une petite caste rapprochée autour du président Ali Bongo. C'est pour cela que ces détournements ont été possibles. Il n'était pas au courant? Ah non, moi je ne serais pas de ceux qui diraient que le président, facilement, le président ne savait rien, le président n'était pas au courant. Le président lui-même a peut-être prouvé, lui-même également, intérêt à ça, parce que je vais quand même rappeler que c'est pas moi qui le dis. Dans certains journaux, oui, on a dit que le chef de l'État, M. Ali Bongo, quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas d'avion. Quand il est parti, il avait des avions, des villas partout. On a dit que le président gabonais était le 3e chef d'État le plus riche d'Afrique centrale. Ça a été écrit. Alors, en étant simple président, avec le salaire qu'il avait, comment est-il devenu millionnaire? Et il vous répondrait qu'il a hérité des biens de son père. Il a hérité oui, il me répondrait qu'il a hérité des biens de son père, mais si on fait la part aujourd'hui, et c'est ce que nous attendons réellement de cette transition, oui, faire la part entre l'héritage d'Omar Bongo et ce qu'est devenu la fortune de M. Ali Bongo, quand on fait le compte, on se rend bien compte que ce n'est pas l'argent de M. Ali Bongo. Et pour étayer tout ça, je dirais tout simplement une dernière chose. Quand Mme Bongo vient faire les courses à Paris, où elle dépense 1 million d'euros en une journée dans les magasins, c'est avec la carte de c'est avec quelle carte de crédit? C'est avec la carte de crédit du Gabon. 1 million d'euros de courses à Paris. Donc moi j'estime que M. Ali Bongo a fermé les yeux parce qu'il y trouvait lui également son intérêt. Alors, ce que vous dites est très intéressant puisque ça nous amène à aborder un point essentiel, un des points essentiels de votre charte de la transition. C'est notamment la question des critères d'éligibilité du président de la République au Gabon. Désormais, en tout cas, la réflexion que vous menez et partagez aujourd'hui, et vous nous direz ce que vous en pensez, le président, enfin, pour être président désormais au Gabon, il faut être né de père gabonais, de mère gabonaise, mais ça ne suffit pas. Il faut être né soi-même au Gabon, mais ça ne suffit pas encore. Il faut avoir épousé une gabonaise ou un gabonais. Qu'est-ce qui nourrit chez vous le besoin de mettre de tant de garde-fous pour être président de la République au Gabon? C'est vrai que madame vient de dénoncer... Mais à cette question, je peux vous répondre. D'évoquer le fait que madame Bongo dépensait 1 million d'euros à Paris pour faire ses courses, mais il y a des premières dames qui sont africaines qui pouvaient aussi ou qui peuvent dépenser autant. Bon, mais répondez-nous, s'il vous plaît, monsieur Mivila. Qu'est-ce qui fonde ce garde-fou-là dans... Vous avez employé l'expression garde-fou, mais il faudrait déjà, monsieur Togbe, dire que le CTRI, qui organise aujourd'hui la transition, qui est à la tête du Gabon, a de nombreux chantiers. Il y a des réformes institutionnelles à mener. Il y a une urgence sociale à laquelle il faut répondre parce que les Gabonais sont de plus en plus pauvres. La charte, comme vous venez de l'évoquer, oui, et la constitution de 1991, qui était issue de la conférence nationale de l'époque sous Omar Bongo, sont 2 textes qui ne sont pas des textes définitifs par rapport au Gabon. Oui, mais c'est pas là que je pose. La question que vous me posez, je vais vous répondre. De première dame étrangère au Gabon. Je vais répondre. Parce que, alors, je vais vous dire, pour faire simple, ce qui est là que vous venez de lire, ce sont des propositions. Il y a un dialogue qui aura lieu au Gabon. On discutera de ces choses-là. On ne fera pas l'économie de ces discussions-là. Il y a une réalité que nous vivons depuis près de 60 ans et qui a été exacerbée, c'est que les Gabonais ont le sentiment, à tort ou à raison, que des étrangers dirigent le pays et le dirigent mal en plus. Beaucoup de nos anciens vont même jusqu'à dire qu'Omar Bongo n'était pas Gabonais d'origine. Certains lui accordent la nationalité centrafricaine, d'autres congolaise. Ali Bongo, vous avez dû observer depuis 2009 que ses origines ont été continuellement remises en question. Sa gabonité, on va le dire comme ça.
puisque certains disent qu'il est d'origine nigérienne, donc venant du Biafra. Et Ali Bongo a eu le malheur, ou du moins le peuple gabonais a eu le malheur de voir aux côtés d'Ali Bongo une première dame d'origine étrangère dont le seul intérêt pour le Gabon n'était que le siphonnage des deniers publics. Face à ces réalités, les Gabonais ont le sentiment qu'il faudrait verrouiller la magistrature suprême pour s'assurer que des réels patriotes arrivent au sommet de l'État et servent les intérêts du Gabon. Vous savez, il y a un slogan qui est très présent dans l'esprit des Gabonais, c'est « Gabon d'abord ». Et on a l'impression que le Gabon d'abord est marginalisé, piétiné. Et donc c'est un ras-le-bol exprimé par les populations gabonaises, ce qui a très certainement conduit le CTRI à émettre ses idées pour qu'on puisse verrouiller cela. C'est une réalité. On nous fait, nous, les Gabonais, un procès en sorcellerie en disant que nous sommes xénophobes. Non, ça, on va en parler donc, dans la troisième partie de notre pour émission. finir, Monsieur Togbe, oui. je vous dis, il y a ce sentiment-là et nous sommes appelés dans les mois à venir, de manière responsable, objective, autour de la conférence nationale, qui est une conférence inclusive, à discuter de ces sujets-là, pour que nous puissions trouver vraiment les éléments nécessaires pour verrouiller et protéger notre Gabon. On peut être du pays et mal se comporter, et mal gérer. Je l'entends, mais ayons la possibilité d'en discuter, parce que absolument. Nous sommes tout à fait libres là-dedans. Avoir une première dame gabonaise n'est pas gage de réussite, parce qu'on se posera aussi la question. Mais au moins, elle est gabonaise, c'est ce que vous voulez. Oui, exactement, c'est le sentiment que nous avons là. On a eu des premières dames, tenez, Joséphine Kamabongo était gabonaise, on n'a pas un très très grand souvenir, en tout cas des souvenirs positifs de son action, ne serait-ce que sociale. Contrairement, je vous dirais là, Madame Edith Lucie Bongo, qui a laissé quelques fondations ici et là. Donc c'est vous dire que toutes ces questions-là, aujourd'hui, ne sont pas arrêtées. Nous allons apporter ces solutions-là autour de la conférence nationale. C'est très intéressant. Et les garde-fous, effectivement, que vous êtes aujourd'hui appelés à mettre dans cette charte proposée, y compris quand on va jusqu'à dire qu'il faut être né soi-même au Gabon. Ça veut dire que les couples gabonais qui vivent aujourd'hui hors du Gabon et qui font des enfants à l'étranger, ces enfants ne seront jamais présents au Gabon. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Patrick. Je pense que ces garde-fous sont plus profonds que ça. Allez-y, s'il vous plaît. Pour moi, la façon dont j'interprète ça, c'est que le Gabon est un pays qui accueille énormément d'étrangers. Mais on n'assimile pas. On accueille énormément d'étrangers et on se rend compte que notre accueil, notre générosité fait qu'à un moment donné, celui qui vient d'ailleurs, même s'il s'élève, les conditions sont très avantageuses pour celui qui vient d'ailleurs, pour s'élever socialement. Mais il n'y a jamais de retour. C'est-à-dire que les gens s'élevant socialement, ils sont au Gabon, mais le retour se fait ailleurs. Madame Sidja Bongo, elle est franco-marocaine et gabonaise. On va dire qu'elle a une culture occidentale, mais elle ne se comporte pas comme une occidentale, les valeurs qu'on nous vend. Vous voyez ? Et si c'est une gabonaise du XXIe siècle, elle a de la famille sur place. Elle ne peut pas ignorer les souffrances du peuple qui est sur place. Donc, quand on est d'ailleurs, mais qu'on est de passage dans un pays comme le Gabon, en fait, on ne se préoccupe pas, ce qu'on se rend compte, on ne se préoccupe pas du malheur des Gabonais. Et certains Gabonais, bon là c'est un peu fort, Gabonais et vivre ailleurs, on peut être coupé des réalités. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce fait qu'il faille être Gabonais et né au Gabon. Né au Gabon. Parce qu'on peut être Gabonais, c'est mon cas. J'ai vécu... Vos deux parents sont gabonais. Voilà, vous êtes né à l'étranger. je suis né au Gabon, mais
Ah non, vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Mes enfants, globalement, mes enfants. Mais vos enfants, c'est mort. Mon fils. Ça, c'est une erreur. Mais je pense que ces choses-là vont évoluer. Madame Anne-Marie Dorazek, oui, mais est-ce que vous pensez qu'on... Non, mais ça reste quand même au tas des projets parce que... Oui, ça va évoluer. Parce que cette fameuse charte, je suis désolée, même M. Oligui Nguema lui-même n'en tient pas compte. Bon, je vais revenir sur un point. La question de l'immigration et de la charte, cette disposition-là, il faut en tenir aussi compte de la démographie au Gabon. On dit aujourd'hui que nous avons 2 300 000 habitants à peu près, mais nous avons une population étrangère qui est aussi entre 400 000 personnes. Et quand on comptabilise aujourd'hui, la population étrangère au Gabon représente presque 30%, sachant que dans chaque pays, pour absorber, intégrer et donner un bon cadre de vie à chaque individu, il faut entre 5 et 6% de la population étrangère. Nous en sommes cette loin. Question est prévue pour la troisième partie. Concernant le sujet qui concerne le fameux, parce que cet article-là, c'est l'article 44. Je veux tout simplement dire que dans cet article 44, il faut mettre son bémol. Pourquoi? Nous avons l'ambassadrice du Gabon à Paris. Oui. Elle est quoi? Elle est d'origine de la République démocratique du Congo. Et pourtant, c'est elle qui gère la première chancellerie du Gabon dans le monde. C'est notre navire amiral. Je veux aller plus loin. Monsieur Oligui Nguema vient de nommer Madame Laurence Ndong, ministre de la Communication. Madame Laurence Ndong est de père et de mère camerounais, mariée à un Gabonais. Ça n'empêche pas que M. Oligui Nguema n'a pas tenu compte de ce fait, a dit c'est une Gabonaise, elle a droit à sa place. Donc, au final, cette fameuse charte et cette fameuse conditionnalité pour se présenter à la tête du Gabon, à mon avis, elle va s'arrêter ou elle s'est arrêtée vu que le président de la transition, qui a coécrit avec les autres soldats cette transition-là, lui-même n'en tient pas compte. Alors, on reviendra sur la question de l'immigration et des étrangers dans la troisième partie de notre émission. Mais pour finir avec la question de l'aspect politique, les questions politiques l'article 61 ressuscite la Constitution de 1991. Pourquoi? Je pense que dans cette Constitution de 91, il y avait un dialogue qui avait eu lieu avec des personnes illustres et tout le monde retient cette période-là. C'est-à-dire que de 91, on va dire à aujourd'hui, tous ceux qui se sont mêlés au pouvoir du PDG, cette constitution a été détricotée. On ne va pas réinventer la roue. On doit l'améliorer. Cette constitution, elle a été bien faite. Peut-être qu'elle doit être aménagée. Mais en tout cas, on a une base. Pour avancer vite, on doit avancer vite. On a une base. C'est pour ça que vous l'avez ressuscité, et Patrick Mivila. Vous pensez aussi effectivement que la Constitution de 2016, en tout cas les différentes constitutions, les différentes révisions constitutionnelles que le Gabon a connues ont contribué à la crise, à exacerber la crise politique les crises politiques qui ont conduit bien évidemment, parce que ça a été un enchaînement de coups d'État institutionnels finalement. Quand on modifie à souhait la Constitution d'un pays, effectivement on fait souvent référence à la Constitution de 91 parce qu'il y avait du sens, du contenu et il y avait un consensus politique autour de ce texte-là qui doit nécessairement être amélioré parce que le Gabon de 90, des années 90 n'est pas celui des années 2000. Donc, encore une fois, je tiens vraiment à ce que nos compatriotes et nos frères et sœurs africains qui nous regardent retiennent que nous avons un rendez-vous fondamental. Je vous ai entendu dire de moi tout à l'heure que j'étais à la fois heureux et prudent. Mais pourquoi je suis prudent? Parce que nous avons peur que des discours tenus, par exemple, comme notre sœur Anne-Marie Dorazek, je n'ai pas, au-delà des critiques du régime dont elle fait partie,
au-delà des critiques qu'elle tient, moi je n'ai pas le souhait de voir le PDG auquel elle appartient sortir de là restauré aussi, parce que c'est une machine politique qui a conduit le Gabon dans l'engrenage dans lequel on se trouve aujourd'hui. Les Gabonais doivent comprendre que si nous en sommes là, c'est le fait effectivement d'une famille, mais aussi de la machine qu'ils ont mis en place depuis 1967. Cette machine, c'est le PDG. Nous devons la désagréger idéologiquement, déjà, pour qu'ils comprennent bien qu'à chaque élection, nous avons dit non au PDG. Le texte qui est salué par tout le monde, la Constitution de 91, a été, en gros, détricoté par les amis de Madame Douarzek. Donc souvent, on a l'impression sur le plateau, on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais non, le cœur du problème, un des aspects importants de cette transition, c'est de vraiment être très regardant, très prudent, s'interposer, empêcher que le PDG ne puisse aussi se restaurer. C'est donc pour enterrer complètement et définitivement la machine PDG, le système PDG que vous avez mis entre parenthèses cette constitution pour ressusciter la constitution. Oui, c'est une partie. Et puis c'est un moment très important qui va s'ouvrir parce qu'on va repenser le pays. Est-ce qu'on doit laisser, par exemple, je finis sur cette idée, pardon, est-ce qu'on doit pouvoir questionner le mode de gestion du pays en termes de bonne gouvernance? Est-ce qu'on veut nécessairement rester sur le régime présidentiel où un seul homme concentrerait tous les pouvoirs? Il est le chef de l'armée, le chef de la magistrature. C'est pas tout comme ça sur le continent. Non, pas toujours. Il y a d'autres formes de gouvernance qui peuvent peut-être coller. À part l'Éthiopie qui a un régime parlementaire, tous les autres pays. Là, vous parlez de l'Afrique, oui. Mais il faut regarder aussi, finalement, est-ce que ce régime présidentiel s'y est le mieux au Gabon? On peut se poser la question, parce que nous avons ce rendez-vous important, c'est ce que moi je retiens, on attend ce rendez-vous pour véritablement échanger. Et il y a un point que je voudrais rajouter, il est important, il est très important que le CTR comprenne. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Quand je dis vieux, c'est pas en âge, en système. On ne peut pas faire le Gabon nouveau. Le Gabon nouveau ne doit pas se faire avec du vieux, le vieux système. Mais a-t-on suffisamment de moyens, de matière pour faire du neuf, sans un peu du vieux? On en parle après une courte pause. C'est dans quelques instants. À tout de suite. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au Gabon. Mes trois invités gabonais sont avec moi. Merci à vous, Monsieur Mutinga. Vous disiez quelque chose dans la deuxième partie sur lequel il faut quand même revenir avant d'aborder les articulations à caractère social et économique de la transition. Vous demandez que le général, vous souhaitez, vous exprimez votre souhait que le général ne fasse pas du neuf avec du vieux. Mais quand on hérite d'un pays qui a connu un régime qui a fait 55 ans, comment est-ce possible d'animer la vie politique, la vie économique et sociale sans les personnes qui ont animé le régime ancien? Alors, c'est possible au Gabon? C'est possible. Le Gabon est un petit pays. Oui. Ceux qui étaient là, ils ont failli. S'ils n'ont rien fait sous 14 ans d'Ali Bongo, c'est pas la peine. Alors, je suis d'accord qu'il faille avoir une transition, récupérer certains dossiers, mais la diaspora gabonaise est riche de compétences. C'est vrai. Des compétences. On a besoin de gens qui pensent le 21e siècle. Notre problème, c'est le présent, c'est l'avenir, mais enjeux. Quand on débarque du Canada, des États-Unis, de la France pour aller dans un ministère, il faut que quelqu'un vous explique les dossiers, comment ça se passait, comment les choses étaient avant, étaient ficelées. Vous ne tombez pas comme ça pour diriger un ministère ou une direction générale. La différence entre ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont à l'extérieur, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de perdre notre temps, nous noyer dans des dossiers. C'est d'être actif, d'être réactif, proactif pour la vie des Gabonais. Aller au concret, des choses concrètes.
Pour moi, personnellement, j'aimerais que les Gabonais, les enfants gabonais, les petits-enfants, ils aient des écoles et des sanitaires comme mes enfants ici. Oui, mais la question concrète, c'est faut-il mettre toute l'administration Bongo de quoi? Enfin, l'administration Bongo, c'est peut-être pas bien dit, mais toute l'administration sous Bongo, faut-il mettre tout le monde à la retraite et recruter de nouveaux Gabonais? Je m'explique. Oui, allez-y. Quand je parle de vieux, les têtes. Ah, d'accord. Il y a ceux qui font le travail et il faut instaurer, c'est-à-dire que la culture du résultat, la bienveillance, on n'est pas là pour faire semblant qu'on travaille. Le patriotisme, c'est ça qu'il faut infuser. Les têtes, elles ont failli, il faut les enlever. Et là où je suis déçu, c'est quand je vois certaines têtes. On a un petit pays, on doit s'adapter avec nos moyens. On doit avancer, on doit courir. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Mais il y a aussi la question des articulations à caractère social, à certaines articulations à caractère social et économique qui ont trait aux étrangers et qui amènent certains à vous accuser de xénophobie. Ils commencent déjà à accuser le Gabon de xénophobie. Mais avant qu'on en parle, écoutons ces éléments. Je ne pense pas que ce soit un acte xénophobe, mais je dirais plutôt que ce soit un acte patriotique. Parce qu'on ne peut pas, comment on appelle ça, tolérer sans cesse qu'il y ait des étrangers au poste de responsabilité. Dans d'autres structures, il y a d'autres agents qui ne sont pas gabonais, en fait, mais qui sont là, qu'on ne manifeste pas. Vous savez, au Gabon, on a tellement de postes clés. Des postes clés avec le secteur eau, avec notamment la SCG. C'est un secteur vital pour la population. Et on ne peut mettre à ce poste une personne qui vient de l'étranger, même s'il a des diplômes, même s'il a une qualification, suite à plusieurs choses, on ne peut pas mettre une personne à ce poste-là. On doit normalement mettre une personne propre à la nation. Madame de Razek, ces intervenants que nous venons de comprennent les mesures telles que énoncées. Vous avez par exemple l'article, je crois, 28 de la Charte qui dit qu'il est désormais interdit toute vente de terre aux non-gabonais. Oui, mais on l'avait déjà, cette loi. La loi Henri Migaud. À certains étrangers qui venaient de le découvrir dans la transition, ils auraient peut-être souhaité qu'on enlève ça de la transition, de la Charte, pardon. Mais ça y est. Et on dit, dans presque tous les pays du continent, n'importe qui peut acheter des terres. Il y a des exceptions, bien sûr, mais pourquoi pas au Gabon? La question de xénophobie, puis vous avez les questions de marché, de place au marché à accorder aux femmes étrangères et autres. Comment vous voyez ça? Vous justifiez ça comment? Moi, je justifie que je me mets du côté de mon peuple. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que nos frères qui sont arrivés successivement, nos frères et sœurs qui sont arrivés au Gabon, ils ont été pris en otage par le pouvoir lui-même, qui s'est presque servi d'eux. Quand vous dites vos frères, vous parlez des étrangers? Oui, nos frères qui sont venus s'installer au Gabon, qui ont choisi de vivre au Gabon. À un moment, le pouvoir a donné l'impression que ces gens-là étaient presque au-dessus des Gabonais. Combien de fois on n'a pas entendu un non-Gabonais dire à un Gabonais « je suis plus Gabonais que toi ». On a vu des terrains, des vieilles familles, par exemple, la communauté Miéné à Libreville qui a son coin, qui est le bord de mer et tout, voir un Libanais venir tout casser, dire le terrain c'est à moi. On a vu un autre Libanais aller détruire toute une école parce que le terrain est à lui. On a tellement vécu des choses que les gens se sont dit on ne peut plus supporter ça. On ne se sent pas chez nous. On ne se sent plus chez nous, on ne se sent même plus citoyen gabonais. On est devenu sous-citoyen gabonais sur le sol gabonais. Je crois que même beaucoup d'étrangers, même moi-même j'ai été mariée à un non-gabonais, j'ai des petits-enfants qui sont plus blancs, qui ont des yeux bleus. Ce n'est pas qu'on est contre l'étranger. Mais vous disiez quelque chose. Mais aujourd'hui, on a perdu presque cette fierté, le sentiment que le Gabon est notre possession. Qu'est-ce que moi, monsieur Villa, même ce jeune homme, laissera à ses enfants pour nous qui n'avons pas de grosse fortune en héritage? On n'a qu'une seule chose à les laisser. Le Gabon. C'est le Gabon.
Mais quand même ce Gabon, nous en sommes dépossédés de notre propre vivant. Comment croyez-vous qu'on va réagir? Vous êtes dépossédés du Nous sommes dépossédés du Gabon. Pourquoi vous avez vu les gens hurler à l'arrivée des militaires? Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'on a ressenti. On est enfin chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Madame Dorazek, vous disiez dans la deuxième partie de notre émission que le Gabon n'arrive plus ou pas à absorber ceux qui viennent d'ailleurs, qu'il y a quoi, 30% de la population gabonaise sont des étrangers. Il ne faut plus qu'il y ait d'étrangers au Gabon. Non. Il faut contrôler. Mais non, c'est ça. Non. Il y a une forte population étrangère qui est arrivée, même celle qu'on comptabilise, c'est celle qu'on arrive à recenser. Mais au Gabon, il y a plus d'immigration incontrôlée. Il y a des gens qui rentrent par la mer, qui rentrent par les routes. On ne contrôle pas. Et puis, vu l'état de l'économie gabonaise, vu la pauvreté qui règne, quand toi tu es au Gabon, tu es gabonais de père, de mère, tu ne manges pas à ta faim. Et tout à coup, celui qui est arrivé, lui, il accepte tout ce qu'on lui donne. Il se débrouille, lui mange à sa faim. Au lieu que tu te dis comment est-ce qu'il lui fait pour manger, mais tu te dis, mais il est mieux traité que moi. C'est aussi la pauvreté dans laquelle, parce que moi je tiens à le dire, même si mon petit frère a rappelé que je suis du Parti démocratique gabonais, le Parti démocratique gabonais a évolué sur un système inique, c'est-à-dire un système d'instabilité sociale permanente organisée. Pensez-vous? Mais je l'ai toujours dit, je l'ai même dit sur Ali Bongo. On devait toujours tendre la main, on doit toujours quémander. C'est grâce à ce système qui a fait que chacun de nous a toujours fermé la bouche dans son petit coin parce qu'il faut quémander. Quand tu ne peux pas toi-même dépendre de toi-même pour soigner ton enfant, pour l'envoyer à l'école, pour manger, pour faire quoi que ce soit, il faut toujours que ce soit le grand quelqu'un, le grand quelqu'un, le grand quelqu'un. Et c'est de ce système-là que le grand quelqu'un s'est nourri, lui pour devenir milliardaire et nous pour devenir plus pauvres qu'on était au départ. C'est un cri qu'il faut entendre, Patrick Mivila. Mais quand Madame Dorazek dit, votre compatriote dit que vous êtes dépossédé du Gabon, c'est fort comme propos. C'est très fort, ça. Alors, je vais vous surprendre, nous sommes en phase. Non, au-delà des questions politiciennes. Hein. Ouais, c'est la réalité. Mais je vais vous dire, je vais même aller plus loin, enfin, tenter d'expliquer ce qui se passe. D'abord, je voudrais rappeler que les Gabonais sont un peuple profondément accueillant. Oui, c'est sûr. Chaque Gabonais qui nous regarde sait qu'en allant à l'école, en tout cas au collège et au lycée, il a au moins 1 ou 2 enseignants étrangers. On n'a aucun problème. La plupart des commerces de proximité, comme on appelle au Gabon chez le Malien, c'est-à-dire l'épicerie, sont tenus pas que par des Maliens, mais également par nos frères d'Afrique de l'Ouest. Un autre pan de l'économie est traditionnellement tenu, c'est les hypermarchés, par une immigration syro-libanaise. Donc, c'est vous dire que nous avons toujours bien accueilli les étrangers, ils ont toujours fait leurs affaires en paix. Sauf que ces dernières années, on a observé des dérives extrêmement importantes. Et quand notre sœur nous dit que nous sentons dépossédés, elle a raison. Alors, je vais prendre juste sur un aspect, 2 aspects, financiers, fonciers, sur le foncier et sur l'économie. Vous savez, à un moment donné, l'État gabonais décide de modifier le code du marché d'attribution des marchés publics pour dire, écoutez, on va réserver, par exemple, une partie de la commande publique, donc de tout ce que l'État peut commander et autres, aux commerçants, aux artisans gabonais. Que font les étrangers? Bien aidés par, malheureusement, des compatriotes profondément antipatriotiques, ils facilitent l'accès à la nationalité à ces étrangers-là pour orienter des marchés publics
vers ces étrangers. Donc les Libanais dont parlait Mme Dorazet sont au fond gabonais. Ils acquièrent de manière obscure la nationalité gabonaise, bien aidés par le pouvoir en place, pour accéder donc au marché public. Donc ça veut dire que nous avons des Minko Hassan et Djedj, je le dis comme ça par exemple, qui, parce que la loi dit on va accorder tel ou tel marché à des Gabonais, des opérateurs économiques gabonais, donc ils deviennent automatiquement Gabonais pour se voir attribuer des marchés. Et c'est comme ça que la corruption est de plus en plus grandissante. Et ces dernières années, la pauvreté étant grandissante, des familles gabonaises, par exemple, parce que je suis originaire entre autres de l'estuaire où il y a beaucoup de fonciers. Et c'est très demandé, c'est là où il y a la capitale du Gabon. Mais ces familles-là qui possèdent des terres ancestrales, vivant dans la misère, se voient proposer des sommes importantes, 20, 30, 15 millions pour accéder, pour acquérir, pour vendre, pour qu'elles vendent finalement leurs biens ancestraux. Ils nous dépossèdent. Nous sommes pauvres. Vous venez nous proposer 10, 15, 20 millions que je ne pourrai jamais avoir parce que je n'ai pas de travail, je n'ai pas... Donc, ces familles gabonaises-là acceptent, des fois sans savoir qu'elles vendent une partie du pays malencontreusement. Vous voyez un peu le phénomène vicieux dans lequel le PDG, la famille Bongo, nous a entraînés. Corruption endémique, dépossession de nos terres. Mais comment on peut éviter ça? Alors, mais comment on évite cela? Déjà, moi je suis tout à fait d'accord. Réformer le code d'acquisition de la nationalité? Premièrement, ça fait partie effectivement des aspects à revisiter. Comment on acquiert la nationalité gabonaise? Il ne faut pas avoir peur de ces débats-là. C'est pour ça que je vais vous donner rendez-vous à la conférence nationale. Et je donne rendez-vous au CTRI et on à cette la conférence. Loi Henri Miko, qui tout à fait, déjà, et qui disait qu'on ne vend pas la terre gabonaise. Alors, personne ne doit vendre des terres au Gabon. Alors, ça existait déjà. C'était dans la déjà, Constitution. la loi existe. Ça existait. En fait, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on reproche aux Gabonais ce que les autres ne font pas chez eux. Vous allez au Sénégal, si un jour vous voyez au Sénégal une vendeuse gabonaise, vous m'appellerez. En fait, la générosité des Gabonais est telle que certaines personnes mal intentionnées, comme l'ancien pouvoir d'Ali Bongo, il faut savoir qu'à chaque période électorale, ils faisaient rentrer des étrangers, ils se servaient des étrangers, on leur donnait la nationalité pour remplacer les Gabonais dans les bulletins de vote, dans les bureaux de vote. Donc c'est très pervers. S'il y a une chose que le CTRI devrait faire, chaque Gabonais... C'est prouvé ça, ce que vous dites? Tout le monde le sait. Ils ne viennent que pour voter ou pour rester. En fait, ils encouragent. Ils les font venir. Ils ont créé des pompes aspirantes qui font venir. C'est pour ça qu'il est important. Il est important, déjà de faire un recensement, un vrai recensement, pour savoir combien de Gabonais nous sommes. 2, revoir, vérifier toutes les identités des Gabonais, que celui qui a la nationalité gabonaise acquise illégalement soit déchu de sa nationalité. Parce qu'autrement, c'est pervers. Aujourd'hui, cette perversité amène que vous avez des orpailleurs clandestins au Gabon. Il y a plein de choses. Là où il n'y a pas de loi, il y a le désordre. C'est le chaos qui se... Et comme il y a un exode rural massif, mais qui c'est qui protège nos villages? L'État, la proposition que vous faites pose un problème de droit. Lorsqu'une autorité signe... Non, justement, l'autorité ne peut pas se dédire. Il y a la continuité de l'État. Sauf que c'était pas le droit qui était exercé était un droit illégal. Comme les dettes illégales existent, ce droit, nous ne le reconnaissons pas. Si vous il faut déchoir certains Gabonais de il faut vérifier. En France, ici, vous savez qu'en France, par exemple, en France, chaque étranger, déjà, même si vous avez la nationalité, vous ne pouvez pas travailler sur certains projets classifiés déjà, premièrement. Non. Dès lors que vous êtes français, du point de vue du droit, vous avez deux choses. L'égalité constitutionnelle. Justement, si vous êtes français, vous ne pouvez pas travailler sur des projets classifiés secret défense. Ah, ça c'est autre chose. Oui, non, mais c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Vous avez alors, on vous a donné la nationalité française. Oui. Maintenant, c'est sûr que vous ne l'avez pas comme au Gabon. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des critères. Chaque pays, effectivement. Ce qu'on veut, c'est remettre les choses à plat, donner déjà à chaque Gabonais des papiers, une carte d'identité. Les Gabonais, c'est pas normal qu'un étranger vient, j'ai rien contre, il a les papiers avant un enfant gabonais qui naît.
Oui, ça L'État gabonais mais il faut était faire la demande. L'État, non, Si mais c'est- ça n'a rien à voir. Vous faites la demande, on ne vous l'accorde pas. L'État, c'était un État Il y a voyou. des Gabonais, des enfants gabonais qui... Bien sûr. Ben, il n'y a pas que des enfants gabonais. Pourquoi nous avons traîné au moment des élections? Pourquoi il y avait des problèmes au moment des élections pour les cartes? Tout simplement parce que je crois que ça fait presque 4 ou 5 ans que les Gabonais ne peuvent pas avoir de carte d'identité. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont dit amenez votre acte de naissance suppliant, amenez ceci, amenez cela. Et c'est quoi L'État la raison? gabonais, C'est quoi la raison? milliardaire, où il n'y a que des milliardaires, ils ont été incapables de donner à une si petite population des cartes d'identité. Dans le flou, Et même les pauvres étrangers que nous on dit aujourd'hui, dont nous parlons, eux aussi sont victimes. bien sûr, ils sont victimes. Parce qu'on leur estorque de l'argent Bien sûr. pour avoir leur fameux papier. Ouais. On ne le leur donne pas gratuitement comme ça. C'est un fonds de commerce pour ces services-là, de leur prendre de Ils l'argent. sont instrumentalisés Voilà. et quelque part, ils sont victimes. Mais là, moi, si j'ai un message à passer aux étrangers qui vivent au Gabon, Entrez chez vous. non, c'est pas ça. Non. Vous avez fui la misère. Vous avez fui des systèmes qui vous oppressaient. Le Gabon vous a accueillis. N'oppressez pas le peuple par vos comportements. C'est important. Moi, c'est pas, moi, je leur dirais aussi, ne devenez plus les otages d'un système politique. Quand les politiques vous utilisent contre leur propre peuple, ils ne font pas votre bonheur, ils font votre malheur. Parce que le Gabonais a la chance. Le Gabonais est fort d'esprit. Le Gabonais, depuis qu'on dit partez chez vous, le Gabonais n'est pas allé tuer quelqu'un dans sa maison. Hein. Ouais. Merci. Or, si on avait suivi le comportement, même qu'on voyait autour d'Ali Bongo, parce que le jour qu'on chasse les Gabonais, le jour que les Gabonais ouvrent la bouche, Madame Bongo nous sort, moi je suis une Gabonaise, j'aime mon pays, le Gabon, mon Gabon adoré, mon Gabon ceci, mais le jour que cette femme a des problèmes, mais elle n'est plus gabonaise, elle doit revenir dans son pays, la France. Elle est bien De qui se gabonaise. moque-t-on? En tout cas, on l'aura bien compris, si les autorités de la transition nous suivent, elles comprendraient que vous voulez qu'on ne construise pas du neuf avec du vieux, que les têtes, les personnes qui ont perverti l'administration et la politique au Gabon soient remplacées. Vous voulez que le Gabon revienne aux Gabonais, c'est très important. Vous voulez que les devises du Gabon soient gérées proprement, que les finances gabonaises soient assainies et soient gérées proprement. Vous voulez redonner au Gabon et aux Gabonais la fierté. Rendre le Gabon aux Gabonais. Rendre le Gabon Gabonais. Merci. Merci à vous. On n'a trois pas choisi de d'avoir naître accepté. gabonais. Merci à vous pour Merci à C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci. 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 Merci.